Situation politique tendue au Soudan. Eh bien, l'Union africaine a réagi après le coup d'État. Dans son communiqué final publié mercredi 27 octobre, donc hier, le Conseil condamne fermement la prise au pouvoir, et bien sûr la prise du pouvoir par les militaires et rejette totalement le changement inconstitutionnel du gouvernement qu'il qualifie d'inacceptable. Il demande au président de la Commission de l'Union africaine, bien entendu, de dépêcher un émissaire à Khartoum pour engager un dialogue avec les acteurs politiques afin de restaurer l'ordre constitutionnel. L'Union africaine salue la libération du Premier ministre, mais demande la libération des détenus politiques dont les membres du gouvernement renversé. La réaction donc, de l'Union africaine suite au coup d'État, la réaction de la communauté internationale qui condamne également le coup d'État intervenu donc il y a quelques jours au Soudan. Mais quels sont les dessous de cette situation? Qu'est-ce qui a conduit et bien sûr le chef d'état-major à ce coup de force? Nous allons donc essayer de comprendre et bien sûr les positions de ces forces en place au Soudan et surtout l'avenir qu'on peut donc envisager pour ce pays avec notre spécialiste des questions internationales avec nous déjà, Morgan. Mais Asogba Metonji, Morgan, bonjour. Bonjour, Monsieur Corneille. Alors après donc le Mali, deux fois, la Guinée plus récemment, le Soudan, ça continue les coups d'État en Afrique et surtout l'armée. Est-ce que l'armée est plus proactive sur ces questions que sur des questions de défense en Afrique aujourd'hui? Est-ce que c'est une menace pour le continent ou c'est une avancée notable en matière de défense? Il serait difficile de parler de menace ou d'avancée, mais il faut dire que cela fait partie du processus de maturité de tout système social politique. Il y a parfois des constructions, des déconstructions, afin que le système puisse trouver l'équilibre nécessaire pour durer dans le temps, dans son fonctionnement. Et lorsque vous faites ressortir les différents coups d'État qui sont en train de sévir un peu en Afrique, particulièrement en Afrique du Sahel et aussi dans cette zone-là de la Corne, vous êtes en train de mettre en relief des faits, même s'ils sont pareils dans la forme, ne sont pas pareils dans le fond. Il faut dire qu'au Soudan, vous avez un coup d'État qui semble être, disons, rejeté par la population. Alors qu'au Mali, vous avez un coup d'État qui semble être validé par la population, pareil en Guinée. Et donc, le cas du Soudan reste un cas assez atypique. Et donc, il faut écouter les putschistes pour savoir quel semble être leur motif. Et ces putschistes semblent mettre en relief le fait qu'ils sont en train de répondre à un besoin social, un besoin du peuple. Ils sont en train de vouloir s'aligner dans les démarches qui ont été entreprises par le peuple en renvoyant, ou du moins en décidant de voir partir le régime militaire de Béchir en 2019. Et donc ils s'inscrivent dans cette logique de continuité de cette révolution du peuple, ce qui semble être totalement en contradiction avec les images de protestation que nous observons. Et donc on va se poser la question de savoir quelles pourraient être les vraies raisons qui motivent ces putschistes à prendre le pouvoir en pleine transition. Et on ne peut que émettre des hypothèses. La première hypothèse, c'est que le Soudan a décidé de fonctionner par une sorte de cohabitation entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire, tout juste après le renversement de M. Béchir. C'est bien sûr. Et il s'avère aujourd'hui que la cohabitation semble ne pas tenir ses promesses parce que les militaires qui ont été au pouvoir, et il s'avère aussi que le système militaire au Soudan est très hiérarchisé, il y a une certaine discipline et qui fait que lorsque Béchir est parti, tout de suite c'était le plus coté dans l'armée qui avait pris la relève avant de céder la place à l'institution de cohabitation entre les civils et les militaires. Et il faut dire que nous nous retrouvons ici dans un système où les militaires n'ont pas l'habitude d'être écartés de la gestion de la chose publique.
Et cette rupture de 2019, avec une introduction d'une cohabitation civile et militaire en perspective d'un système purement civil, va apporter des frustrations et va connaître un peu de difficulté à être accepté par les acteurs traditionnels de la gestion de la chose publique, qui sont les hommes en tenue, qui sont les militaires, et maintenant les civils. Et donc c'est tout à fait compréhensible qu'on assiste à ce genre de revirement en ce moment précis. Alors, le général a mis l'accent sur les divisions entre les groupes de civils au sein donc, de ce comité de transition et qui ne font pas avancer. Selon donc sa conférence de presse, il a surtout insisté sur cette division. Oui, il s'inscrit toujours dans cette logique militaire, patriotique, qu'on observe très souvent lorsqu'il y a des coups d'État, c'est que les civils et les acteurs politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord dans la gestion de la chose publique et ne gèrent pas cette chose publique dans l'intérêt du peuple. Et donc, le militaire qui se trouve être garant et protecteur du peuple se doit d'intervenir. C'est une rhétorique qui est utilisée dans la plupart des coups d'État. Mais est-ce qu'elle est toujours appropriée? Et donc, il faut regarder de près un peu ce qui se passe au Soudan et voir quels seraient concrètement les comportements de ces groupes civils qui ne sont pas en harmonie dans la gestion. Il faut comprendre déjà que lorsque nous nous retrouvons en politique et particulièrement dans un système démocratique, c'est tout à fait compréhensible qu'il y ait plusieurs acteurs politiques et qui ne voient pas la chose forcément de la même façon. Et donc les divisions qui sont ici utilisées comme prétexte ne devraient pas être prétexte. Parce que ce qui importe, ce n'est pas la divergence des idées, mais c'est la façon dont cette divergence permet d'aboutir à un processus démocratique qui permet à la majorité de gérer la chose publique dans un processus accepté plus ou moins par tous. Et donc ici, on ne saurait valider les arguments utilisés par les putschistes, en l'occurrence le général dans ce cas précis. Mais est-ce que voyez-vous aussi que l'armée qui était restée longtemps au pouvoir avec Omar el-Béchir entre-temps, et que ces généraux aujourd'hui cachent ou bien derrière ce coup d'État essaient de défendre leurs intérêts, puisqu'on apprend quand même que sur le plan de relance du Premier ministre, qui finalement a été libéré, et bien sûr ce plan de relance économique surtout touche aux intérêts de ces chefs d'État, de ces chefs d'armée qui se retrouvent à la tête de beaucoup d'entreprises. Vous faites ressortir là un point assez capital de la chose et qui a déjà été plus ou moins souligné dans mes propos précédents, puisque je faisais ressortir le fait qu'on a eu quand même 30 ans de leadership militaire. Et donc ces militaires ont eu le temps de s'installer et d'avoir une certaine domination sur la gestion de la chose publique. Et aujourd'hui, depuis 2019, on a abordé un processus de transition qui vise à quitter de la gestion de la chose publique par les militaires pour les civils, même si nous sommes dans une transition qui relie une cohabitation entre les forces militaires et les forces civiles. Et donc les civils qui sont dans ce processus semblent menacer les intérêts des militaires. Et donc ces intérêts sont d'ordre économique, sont d'ordre de statut social, sont de plusieurs ordres. Et dans le cas spécifique, il faut rappeler que le général ne fait pas que parler de division entre ces acteurs politiques, mais il souligne aussi l'état critique du système économique dans le pays. Un état critique qu'on ne peut pas, du moins, cacher ou on ne peut pas faire fi de cette réalité. Certes, nous sommes dans une réalité où le système politique est toujours compliqué. Il faut se rappeler que c'était la hausse du prix du pain, entre autres, qui avait motivé le peuple à sortir et fait partie M. Béchir. Entre autres, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Mais ici, il s'agit de quel système politique? Il s'agit du système politique jadis géré par ces hommes militaires et aussi du simple fait que la population
n'arrive pas encore à tirer profit de tous ces plans de relance qui avaient été promis et qui ont été entamés par le pouvoir de transition. Et donc c'est totalement compréhensible et justifié que ces militaires soient probablement aussi en train de défendre leurs intérêts économiques dans un système aussi bien favorable à leur statut jadis. Et puis face à cela, la réaction, la même réaction africaine qui condamne le Soudan, ça reprend. Il faut comprendre que cette réaction est ce qu'il y a de plus normal dans un système de relations internationales qui fonctionne avec des principes. Et le principe sacro-saint, c'est qu'on n'encourage rien en matière de prise de pouvoir qui ne soit pas démocratiquement accepté. C'est devenu un principe de fonctionnement. Et donc tout de suite, quelle que soit l'institution, quel que soit l'acteur de la communauté internationale qui voit qu'il y a un coup d'État, la première chose à faire, c'est de condamner ce coup d'État. Mais pour comprendre les différentes positions de ces acteurs, il faut aller au-delà de la condamnation et voir, analyser l'ensemble des actions qui semblent être prises à l'encontre de ceux qui ont fomenté ce coup d'État. Et là, vous allez vous rendre compte effectivement que l'Union africaine, que ce soit l'Union africaine ou l'Union européenne, tous semblent aujourd'hui être en train de retirer leur soutien, leur appui économique et technique au Soudan, parce qu'ils s'inscrivent contre ce qui se passe au Soudan. C'est pareil avec la politique américaine qui semble pas encore très claire, mais qui va forcément s'inscrire dans la même logique, puisque, rappelez-vous, depuis que le Soudan avait abordé la phase de transition, les États-Unis avaient décidé d'accompagner le Soudan dans ce processus, et il y a eu des deals qui ne disent pas leur nom, mais quand même, cet appui financier des États-Unis et de l'Union européenne semblait aller dans le sens du gouvernement de transition, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. D'accord. Alors aujourd'hui, comment peut-on analyser le comportement alors des civils, pas des civils, de la population, qui aujourd'hui ne se retrouve pratiquement pas dans cette logique, dans cette démarche des militaires, mais qui pensent défendre les intérêts du pays? Oui, ici il faut comprendre le comportement de la population sous deux angles. L'angle historique. L'angle historique, c'est quoi? C'est que la population a déjà subi les affres d'un régime purement militaire pendant plus de 30 ans. Et il faut dire que le Soudan était un État assez grand, mais on a eu encore une sorte de séparation de ce Soudan, puisqu'on a abouti à un Soudan du Sud et du Soudan. Et tout ça, c'est par rapport à cette gestion-là de la chose publique par ces acteurs, où on semblait avoir un certain groupe qui tirait plus profit des ressources, des retombées de ces ressources-là du pays par rapport à un autre groupe où on a nourri des conflits, que ce soit sur le plan ethnique ou sur le plan même de l'accession aux ressources. Et donc sur le plan historique, c'est compréhensible que la population soudanaise décide de ne plus permettre à tout régime militaire de prendre la direction des choses, quelles qu'elles soient. Et donc ce n'est pas quelque chose contre forcément les putschistes, mais c'est quelque chose, c'est comme un cancer viscéral contre tout ce qui est régime militaire. Et une envie très poussée de voir les civils prendre la gestion de la chose publique. Et l'autre point de vue, c'est le point de vue économique. Il faut dire que même si le gouvernement de transition ne permettait pas encore de retrouver cette stabilité économique, les Soudanais ont commencé à voir quand même des signes d'une certaine transition économique. Et la transition économique prend un certain nombre de temps, et parmi ces signes, on peut déjà nommer les différentes promesses qui ont été faites par les acteurs externes. Il s'agit de la communauté internationale, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis, que ce soit les bailleurs de fonds,
qui avait déjà pris des engagements afin d'injecter suffisamment de fonds dans le système économique soudanais et qui décide aujourd'hui, suite à ce coup d'État, de se retirer. Et donc c'est dans l'intérêt économique et historique du peuple soudanais de s'insurger contre cette prise de pouvoir par les militaires encore dans ce système-là. Ils ne veulent plus revivre cela et ils espèrent qu'en s'opposant à cela fermement, le système économique va tout doucement reprendre un peu du poil de la bête. Mais depuis la chute d'Omar el-Béchir, on a quand même vu ces militaires et ces civils qui ont pu s'entendre au niveau donc de la transition qui était en cours. Alors, à quel niveau justement la friction était intervenue et les rapports de force se sont balancés en fait? Il faut dire qu'il y a eu déjà une tentative de coup d'État il y a un mois. Et cette tentative faisait ressortir déjà ces velléités-là. Mais à quel moment cela s'est produit concrètement, il sera difficile de le dire à partir d'ici. Mais on peut souligner le fait que nous étions dans un système qui visait à transiter le pouvoir progressivement des militaires aux civils et donc accorder plus de possibilités, plus de pouvoir dans la gestion de la chose publique aux civils. Et c'était effectivement en cours. Et donc, les militaires, à un moment donné, forcément, ont compris qu'ils allaient perdre du jour au lendemain tout ce qu'ils avaient comme influence et pouvoir dans la gestion de la chose publique. Et cela est intervenu ou s'est manifesté de façon plus intéressante il y a environ un mois où nous avons eu cette tentative de coup d'État qui a échoué. Mais pourtant, les instigateurs de cette tentative restaient dans l'ombre et on ne pouvait même pas s'imaginer que ce serait le général qui vient de faire ce coup d'État. Et donc voilà un peu... C'est la même armée qui a déjoué, enfin, qui a dit avoir déjoué ce coup d'État. Et donc voilà, c'est un peu compliqué. Et donc c'est clair et net que l'armée n'a pas forcément déjoué ce coup d'État, mais s'est rendu compte que ce n'était pas forcément opportun, mais montrait déjà des signes de cette envie de reprendre le pouvoir. Et ça a été effectif aujourd'hui. Il faut dire que c'est assez compliqué, parce que le processus de transition qui était enclenché semblait avoir l'adhésion du peuple, l'adhésion de la communauté internationale et créer l'environnement nécessaire pour qu'on puisse quand même assister à une transition effective et productive d'ici là. Mais les putschistes sont en train de dire qu'ils ont la ferme intention d'organiser des élections déjà en juillet 2023. Et est-ce que ces élections seront accompagnées comme il se doit si d'aventure ils insistaient à se maintenir au pouvoir? Parce que là, ça va être difficile si les manifestations continuent dans ce sens. C'est ainsi que cela s'est fait pour faire partie Béchir. Et certainement la population soudanaise aujourd'hui estime que ce processus de manifestation peut aboutir et nous espérons qu'il n'y aura pas autant de morts avant qu'on ne puisse assister à une conscience collective et au choix beaucoup plus approprié pour le développement du Soudan. Alors, l'incertitude qui renaît un peu dans les affaires courantes au Soudan, pour combien de temps on ne sait? Tout va dépendre. C'est difficile. Tout va dépendre déjà de la ténacité du peuple dans la rue et aussi des objectifs des putschistes. Alors, si les putschistes ont pour intention de ne pas céder, de faire en sorte que leurs intérêts soient hautement maintenus, nous sommes partis pour une longue durée. Nous sommes partis pour une longue durée. S'ils ont suffisamment de réserves pour gérer la chose publique jusqu'à juillet 2023, ce qui n'est pas à côté, nous sommes partis pour une longue durée. Mais s'il s'avère que les différentes décisions qui sont en train d'être prises par la communauté internationale, couper le financement par là, couper les clauses des accords de coopération par-ci, et que la population persévère dans sa logique
de manifestation, il y a de fortes chances que les choses rentrent dans l'ordre et qu'on assiste à une prise de conscience qui va permettre de renvoyer les militaires probablement dans la caserne ou simplement de faire en sorte qu'on retourne à une collaboration, une cohabitation, mais cette fois-ci sur de très nouvelles bases pour permettre au Soudan de se développer. C'est vrai qu'au niveau de la Corne de l'Afrique, il y a une relative stabilité politique dans ces pays. Est-ce que ce coup d'État au Soudan vient déjouer les pronostics à ce niveau? Non, il faut comprendre que chaque pays a sa réalité, même si nous nous retrouvons dans une région donnée. Le Soudan est en train de vivre ce qu'il y a de plus normal dans un processus de maturité. Il y a eu une rupture assez solide en 2019 et il faut être plus ou moins un peu loin des réalités pour croire que tout va se faire de façon aussi simple dans le processus de transition. Et donc ce deuxième coup d'État en 2 ans est tout à fait compréhensible parce qu'il s'agit là de voir chaque parti retrouver ses intérêts dans le processus et de voir chacun prendre ses responsabilités. Il faut dire que déjà nous avons des procès en cours pour ce qui est de ceux qui ont contribué à des actions de crimes contre l'humanité pendant la gestion de M. Béchir et aussi pendant les manifestations qu'il y a eu qui ont fait partie de M. Béchir. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de tirer ou d'ordonner qu'on tire sur les manifestants s'exposent aussi à tout ce genre de processus si le nombre continue à être élevé comme on est en train de le constater. Donc la Corne d'Afrique en général n'est pas forcément menacée, mais le Soudan est en train de suivre un processus assez compréhensible pour sa maturité sociale et politique. Alors la transition qui a du mal à prendre au Soudan, les divisions, les frictions entre civils et militaires, les affrontements, on parle maintenant de coups d'État et autres. Est-ce que finalement le Soudan n'était-il pas prêt à lâcher Omar el-Béchir ou le régime de Béchir était si puissant pour que le pays, depuis pratiquement 2 ans, peine à renaître de ses cendres? La puissance et l'influence du régime de Béchir n'est plus à démontrer, puisqu'il a quand même eu 30 ans pour installer ce régime et que la plupart de ses collaborateurs, qu'on le veuille ou non, sont toujours aux affaires. Mais il ne faut pas mettre de côté aussi le pouvoir de ce peuple qui, malgré 30 ans d'un système assez solide, a décidé à un moment donné de rompre avec les pratiques de ce système parce qu'il s'est retrouvé à bout. Et donc ce qui se passe aujourd'hui n'est ni une façon de mettre en cause l'influence du système instauré par Béchir ou de donner un peu plus de poids à la maturité du peuple soudanais. Il s'agit ici de mettre en relief des faits de développement de toute société. Le monde fonctionne de façon plus ou moins cyclique et nous sommes aujourd'hui à une étape du cycle du processus de développement du peuple soudanais qui est assez intéressant puisque il y a un processus de reconstruction qui est en train de se faire. Et ce processus de reconstruction nécessite l'implication des forces vives. Et quand on parle de forces vives, il s'agit bel et bien du peuple. Et il s'agit aussi des autres acteurs politiques. La difficulté au Soudan, c'est l'instauration ou l'installation d'acteurs politiques, c'est-à-dire de partis politiques suffisamment influents pour animer de façon effective la vie politique. Et cela ne peut être fait si on n'aboutit pas à des élections qui mettent en place un système de gestion de la chose publique civile, ce qui est en cours. Et donc, c'est l'aboutissement de ces élections-là qui vont permettre aux différents partis politiques qui sont en train de meubler le paysage politique soudanais de prendre la gestion de la chose publique qui va permettre au Soudan d'atteindre ce niveau de maturité de gestion de la chose publique. Donc c'est un processus qui nécessite une rupture et qui nécessite aussi des frictions
pour pouvoir trouver la formule la plus appropriée pour le développement du peuple. Alors, on revient maintenant une fois encore sur l'intervention de l'armée en Afrique ces dernières années, surtout avec l'implication de l'armée très remarquable dans les coups d'État. Comment expliquer cette facilité de l'armée à réagir sur le continent? 3 points. Le premier, c'est l'armée possède les armes. L'armée, c'est les armes, c'est cette partie-là de tout système étatique qui a la capacité de faire taire tout acteur, que ce soit les populations ou que ce soit tout autre acteur politique qui soit dans la gestion de la chose publique. C'est le corps armé. Ils ont les armes, ils connaissent les stratégies et peuvent intervenir à un moment donné pour pas seulement calmer la situation, mais prendre le contrôle des choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le rapprochement entre l'armée et les peuples. Ailleurs, vous avez un rapprochement assez poussé, ce qui fait que les coups d'État sont validés par les populations, du moins semblent être validés par les populations. Donc, dans ce cas, vous avez un rapprochement assez intéressant entre les réalités que vivent les populations et l'armée. Mais de l'autre côté, vous avez un rapprochement qui est quasi inexistant, qui, lorsque vous assistez à ces coups d'État, montre plutôt disons une séparation d'opinion entre ce que souhaite le peuple et ce qui se passe dans la pratique. C'est le cas au Soudan, c'est le cas qu'on a vu dans le pays d'Aung Suu Kyi, où lorsque les militaires ont repris la chose, oui, la Birmanie, lorsque les militaires ont repris la chose de la gestion de la chose publique, les populations se sont opposées fermement. Et beaucoup donc, de morts, beaucoup de morts, beaucoup de morts. Sanglantes, exactement. Vous voyez, là, vous constatez naturellement que les peuples sont assez éloignés des ambitions des militaires. Et le troisième point, c'est plus ou moins la fébrilité des systèmes politiques dans un certain nombre de pays. Alors, quand on parle de fébrilité ici, on ne va pas parler d'incapacité, mais plutôt de la difficulté des acteurs politiques à pouvoir réellement animer la vie politique, la gestion de la chose politique. Et donc, vous avez dans certains pays des partis politiques, mais leur influence, leur proximité des populations et des aspirations de ces populations est assez faible. Donc, ce qui fait que difficilement ils sont représentatifs des opinions de la population et ils n'ont pas suffisamment d'influence pour faire en sorte que le débat politique soit assez productif pour mettre en relief les différentes aspirations des peuples. Et donc on se retrouve dans des cas où les armées se trouvent investies du devoir de prendre la relève, de remettre sur pied un système favorable à tous. Voilà un peu ce qui pourrait expliquer pourquoi on assiste à des coups d'État de façon plus ou moins répétitive dans un système qui est en pleine maturité. Il faut rassurer quelque chose, il faut rassurer tout le monde de quelque chose, c'est que les coups d'État ne sont pas forcément considérés comme une gangrène en soi. Mais c'est des événements qui... Toujours condamnés par la communauté internationale. Condamnés parce que cela n'obéit pas au principe de fonctionnement qu'a adopté la communauté internationale. Mais c'est des faits qui mettent en relief un état critique d'une situation politique. Et donc, il faut analyser, qu'il faut apprécier et qu'il faut accompagner afin qu'on retourne à l'ordre le plus approprié pour l'épanouissement à la fois des acteurs politiques, des populations et aussi des corps armés qui sont normalement là pour défendre les intérêts du peuple. Merci à vous, Morgane Assoba Metondi, pour l'analyse à propos de la situation au Soudan. Pour vous, oui, ce coup d'État, bien sûr, montre le niveau de maturité
et bien sûr, encore une fois, du peuple africain, c'est bien cela. Et puis donc, l'armée, l'implication de l'armée dans les coups d'État en Afrique n'est peut-être pas une mauvaise note forcément, mais cela montre aussi la vitalité des systèmes en Afrique aussi, quand l'armée parfois intervient pour remettre de l'ordre. Or, le cas du Soudan reste un cas typique, puisque cette fois-ci, l'armée n'a pas forcément le soutien du peuple. Mais cela montre qu'il y a quand même une certaine situation forcément à prendre au sérieux dans la transition en cours donc, au Mali pour que le pays retrouve sa stabilité. Au Soudan. Merci. Au Soudan plutôt, pour que le pays retrouve sa stabilité. Monsieur Goïta va vous faire Merci, appel. merci. Je vous en prie.